franco-britannique, donc né en France, de père anglais et mère française. J'ai grandi en France jusqu'à 16 ans, puis je suis parti en Angleterre pour faire mon bac. Et puis, à partir de 18 ans, je suis parti en Amérique latine. Et je suis revenu à plusieurs reprises pour faire des études en Angleterre, mais fondamentalement, ma vie, à partir de 18 ans, c'était en Amérique latine. Je suis quand même revenu souvent, puisque j'ai fait des études jusqu'au niveau de doctorat à Londres. J'ai fait un PhD en relations internationales. Mais j'ai vécu principalement en Amérique latine. Je suis devenu professeur universitaire en Amérique latine. Et puis finalement, quand le président Correa a été élu en 2006, et il est devenu président en 2007, j'étais tout de suite très intéressé par son gouvernement et sa proposition, son programme. J'ai terminé mon doctorat, donc j'ai quand même mis quelques temps avant de me joindre au gouvernement. J'ai finalement accepté en fin 2009. Et puis, j'ai travaillé dans son gouvernement jusqu'en 2017. Là, oui, j'ai terminé. J'ai été ministre à plusieurs reprises à partir de 2013, il me semble, oui. J'étais président d'un conseil d'État avant ça. Et j'ai terminé le gouvernement en tant ministre des Affaires étrangères. Puis, quand la transition s'est faite avec le président Lénine Moreno, le président actuel, mais sortant de l'Équateur, j'ai accepté d'être ambassadeur à l'Organisation des Nations Unies. Après avoir été ministre des Affaires étrangères, c'était un petit peu un travail qui m'intéressait et qui était aussi une conséquence logique. Et puis finalement, au bout de quelques mois, j'ai donné ma démission parce que je suis en opposition au nouveau gouvernement et à la nouvelle orientation politique, diplomatique, etc., du nouveau gouvernement. Depuis cette époque-là, je retourne un peu à mon passé académique, je fais de la recherche. Dans l'ensemble, je pense que c'est une expérience positive. Alors après, il y a plein de bémols et ça dépend énormément aussi du comité, de la qualité des membres du comité. Il y a des membres du comité qui sont très préparés, qui connaissent bien leur dossier, qui ont bien étudié la chose. D'autres qui le sont moins, à mon avis. Puis aussi, tous les membres du comité sont aussi des acteurs en politique en eux-mêmes. Il ne faut pas non plus se leurrer. Tout le monde a des opinions, tout le monde a une formation qui lui est propre, tout le monde a un carcan idéologique et théorique, conceptuel, je dirais même ontologique, dans lequel il interagit, avec lequel il interagit et sur lequel il base ses suppositions, ses commentaires. Voilà. Donc, je pense que dans l'ensemble, une expérience tout à fait positive. Ça permet de faire un travail en amont. Ça permet au gouvernement de se pencher sur des choses où il n'aurait pas forcément le temps, l'envie. Enfin, quand on est dans un gouvernement, on est constamment dans l'urgence. On est constamment face à des défis qui sont des défis oui, urgent, de gestion, de crise, de politique. Donc, de prendre du recul et d'étudier, disons, le bilan du gouvernement et aussi de l'État en général, dans une matière qui a à voir avec les droits de ses citoyens, les droits humains de la collectivité, c'est très, très important parce que ça permet de vraiment prendre du recul. Alors, il y a des gouvernements, je pense qu'on était un d'entre eux, qui ont des systèmes d'évaluation propres, qui ont de la planification, par exemple, avec planification statistique, qui font des études toutes les années. La plupart des gouvernements, d'ailleurs, ont un mécanisme ou un autre d'évaluation de si les politiques publiques avancent dans la bonne direction, s'il y a une réduction de la pauvreté, des inégalités, de la mortalité infantile, de la malnutrition, etc. Enfin, toutes ces choses-là que l'on pourrait mesurer quand on étudie les droits de l'homme. Enfin, là, je donne des exemples qui sont plutôt des droits économiques et sociaux, mais c'est aussi valable pour des droits civils et politiques. Donc, on a quand même des mécanismes en tant que gouvernement, mais c'est hyper rafraîchissant, et je pense très positif, de voir aller face à un acteur externe qui ne fait pas partie du débat politique national, et qui a, avec son expertise aussi, et avec leur capacité comparative aussi, parce que c'est des gens les experts de l'ONU sont des gens qui analysent la situation des droits de l'homme dans, dans les 193 pays membres de l'organisation. Donc c'est quand même très intéressant de pouvoir justement de faire cet exercice. Donc dans l'ensemble, très positif. Alors après, il y a
différentes instances. Alors, il y a les comités de traité, il y a le comité des droits de l'homme, qui est en fait un supracomité, mais qui est un comité surtout de droits civils et politiques. Donc déjà, tout de suite, les droits économiques et sociaux sont en deuxième place. Donc ça, je pense que c'est quand même une préoccupation problématique à l'ONU en général. Il y a une emphase très très importante sur les droits civils et politiques. Et bien sûr que les droits civils et politiques sont importants, attention, ils sont très importants, ils sont fondamentaux, mais c'est sûr que ce que j'appellerais l'hégémonie idéologique libérale en général a tendance à donner beaucoup moins d'importance aux droits économiques, aux droits sociaux et même aux droits culturels. Et je pense que ça, c'est problématique, et ça, c'est quelque chose de très palpable à l'ONU en général. Il ne faut pas non plus oublier le rôle très très important des ONG à l'ONU, qui sont parfois traitées avec, disons, une déférence, avec une importance quand même, qui peut être même surprenante dans certains cas, parce que c'est quand même assez arbitraire. Ce sont des ONG qui sont reconnues par l'ECOSOC aux Nations Unies. Alors pourquoi ces ONG-là et pas d'autres? Ce sont des ONG qui sont quand même financées par les pays européens et les pays développés, les États-Unis, l'Europe, la Suisse, etc. D'accord, pourquoi cette ONG-là et pas une autre? Pourquoi pas le collectif des producteurs X d'un pays Y? Enfin, il y a quand même énormément d'entre-soi aussi dans le monde des ONG, d'entre-soi dans le monde des droits de l'homme, et d'homogénéité, je dirais, idéologique, ce que les Américains appellent le groupthink. On pense tous pareil, on est tous dans ce carcan, on donne énormément d'importance aux droits civils et politiques. Les autoritaires sont quand même les pays du Sud, jamais les pays du Nord, donc il n'y a pas vraiment de réflexion structurelle sur la nature des asymétries du pouvoir et du système international dans lequel on vit. C'est-à-dire que les atteintes contre les droits de l'homme ne sont pas contextualisées. Alors d'une certaine manière, c'est bien que ça soit ainsi, parce qu'une fois qu'on commence à contextualiser les attaques contre les droits de l'homme, on commence aussi à trouver des excuses. Donc je pense que c'est important de ne pas donner des excuses, mais c'est vrai que s'il n'y a pas d'exercice de contextualisation, ben, le désavantage, c'est que c'est quand même toujours les pays du Sud global, les pays africains, les pays qui sont encore dans des situations institutionnelles précaires, qui n'ont pas encore consolidé leur État-nation, qui n'ont pas encore consolidé leur État de droit, qui n'ont pas encore consolidé, pour des raisons historiques et de développement, hein, euh, qui sont souvent les coupables les plus souvent signalés. Et les grandes puissances, j'allais dire, impériales, les grandes puissances qui règnent dans le monde et qui sont parfois coupables quand même de créer des situations qui sont difficiles pour des pays qui, eux-mêmes, souvent, comme conséquence d'actions qui sont à un niveau international, qui sont exogènes, qui sont structurelles, après commettent des abus contre les droits de l'homme, et ben ces abus-là, ces crimes-là, les invasions, les bombardements, bon, elles sont quand même relativement indemnes des critiques, des examens du Comité de droits de l'homme. Je dis relativement parce que ce n'est pas non plus tout à fait vrai. Les États-Unis, par exemple, sont souvent critiqués dans plusieurs des comités de traité, sans aucun doute. Mais sans grande conséquence sur la réalité politique des États-Unis. Alors que si un pays africain ou latino-américain est critiqué par les organes de traité, les comités de traité, ça a quand même des conséquences beaucoup plus importantes, c'est beaucoup plus pris en ligne de compte, ça peut même déstabiliser un gouvernement, etc., etc., etc. Donc voilà, bon, je vous ai dit des choses contradictoires. Je pense que grosso modo, l'exercice est tout à fait positif. Moi, je l'ai vécu comme quelque chose de positif. Ça m'a permis, en tant que ministre des Affaires étrangères, de réunir tous les ministres qui avaient à voir de près ou de loin avec la gestion de l'État en matière de droits de l'homme et de leur demander des comptes, de dire, mais vraiment, de préparer la réunion. J'ai même voyagé, alors là, c'est plus l'examen du Comité des droits de l'homme, mais c'est l'examen du Conseil des droits de l'homme. L'examen périodique universel, je crois qu'il s'appelle en français, UPA, qui, alors si on le traite avec sérieux, nous l'avions traité avec sérieux, le ministre des Affaires étrangères arrive
Et là, elle défend l'État, enfin défend, oui, puisque c'est quand même un exercice presque juridique de défense de l'État, avec en sa présence, moi j'avais, je crois, 5 ou 6 ministres qui m'avaient accompagné, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, etc. Et je leur donnais la parole pour qu'ils puissent répondre à un État, à un autre État. Ça, c'est un exercice en soi positif, bien sûr. Voilà, maintenant les bémols sont ceux que je vous ai décrits. On vit dans un monde où il y a beaucoup de deux poids, deux mesures, où il y a beaucoup de contradictions, où il y a beaucoup de paradoxes, où il y a beaucoup d'asymétrie du pouvoir, où il y a beaucoup d'États qui violent systématiquement les droits de l'homme sans qu'il n'y ait aucune conséquence parce qu'ils sont protégés par autrui, par les grandes puissances, et d'autres qui ont des difficultés qui sont tout à fait compréhensibles pour des États au niveau de développement dans lequel ils sont et qui payent des prix faramineux pour avoir commis des erreurs ou pour avoir fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Voilà. Donc ça, c'est inévitable d'une certaine manière, c'est le monde dans lequel on vit. Si vous me demandez si ces instances devaient être supprimées, non, elles ne devraient pas être supprimées, elles devraient être améliorées constamment. On devrait avoir des membres de comités qui sont de plus en plus compétents, qui travaillent réellement les dossiers et qui demandent que les États rendent des comptes. Il y a quand même un énorme problème dans le système international dans lequel on vit, et c'est le suivant. Ce sont les États qui doivent rendre des comptes en matière de leur respect ou irrespect des droits de l'homme. Et bien sûr, les États peuvent, et dans l'histoire de l'humanité, on a vu à maintes reprises à quel point les États peuvent irrespecter les droits de l'homme. Il y a des crimes d'État qui sont euh, récurrents dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est une erreur de penser que seulement les États peuvent violer les droits de l'homme. Mais dans le monde dans lequel on vit, les acteurs privés ne doivent pas rendre de compte dans le système onusien. Il n'y a pas de mécanisme onusien pour que les acteurs privés, notamment les grandes entreprises multinationales, hein, évidemment, plus on a de pouvoir, plus on a la capacité de pouvoir violer les droits de l'homme. Moins on a de pouvoir, moins on a cette faculté, cette capacité. Il y a des grandes entreprises multinationales qui, malheureusement, ont une certaine immunité internationale face à ça. Et il y a notamment des mécanismes à l'ONU. J'ai moi-même présidé un groupe de travail qui avait comme tâche l'élaboration d'un traité international pour le respect des droits de l'homme de la part des grandes entreprises multinationales. C'est un groupe de travail qui a été boycotté pendant des années, notamment par l'Union européenne, et oui, pas seulement par les Américains, par l'Australie, par le Canada, par l'Union européenne et par les Américains. Alors l'Union européenne aujourd'hui commence à s'intégrer un peu au comité et essayer de discuter tout cela. Les Américains continuent à le boycotter, mais c'est quand même un débat à avoir. Depuis Nuremberg, d'ailleurs, c'est un débat qui existe. Quand les crimes des nazis ont été jugés, il y a beaucoup qui ont signalé, à juste titre, que plusieurs entreprises allemandes ont énormément bénéficié des crimes d'État du Troisième Reich, et notamment des camps de concentration, et du travail forcé, et même des camps d'extermination. Puis il y a eu un débat au moment de la décolonisation, dans les années 60, sur le rôle des entreprises et la violation des droits de l'homme. Il y a eu un débat en Afrique du Sud énorme sur le rôle des entreprises dans le système d'apartheid. Et il y a un débat aujourd'hui, évidemment, dans le rôle des entreprises, notamment pétrolières, minières, mais aussi autres, dans l'industrie du vêtement en Asie du Sud-Est, etc., ou alors dans l'exploitation du travail, l'esclavage même, le rôle de ces entreprises. Est-ce que c'est seulement les États dans lesquels ces droits de l'homme sont violés qui doivent rendre des comptes, ou est-ce que ces entreprises qui parfois vont d'un État à un autre et reproduisent leurs mêmes pratiques, mais qui ne sont plus dans l'État? Donc, l'exemple de mon pays, l'entreprise Chevron, Texaco, qui a énormément pollué l'Amazonie et qui l'a fait exprès en plus, et qui aujourd'hui a été jugé en Équateur, mais qui n'est plus en Équateur, et on n'arrive pas à faire que ce jugement soit pratiqué, exercé, enfin dans la pratique, puisque l'entreprise n'est plus en Équateur. Il y a nombreux exemples en Afrique aussi d'entreprises qui vont d'un pays à un autre, qui répètent les mêmes modes de comportement, mais qui, n'étant plus dans le pays, ne peuvent plus être sanctionnés par ce pays. Donc là, il y a tout un débat à avoir aussi
sur, ça a à voir aussi avec le droit de l'investissement, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans trop le détail, mais je pense que l'examen du Comité des droits de l'homme, l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme et les comités de traité sont aujourd'hui très importants, mais maintenant insuffisants par rapport aux nouveaux défis auxquels nous faisons face, à un monde qui change, dans lequel les pouvoirs privés jouent parfois un rôle plus prépondérant que les pouvoirs publics. Dans beaucoup de pays, c'est le cas, et qui ont une capacité même, dans certains endroits, plus grande encore que l'État lui-même pour violer les droits de l'homme. Il y a quand même des entreprises qui, même en Colombie, près de chez nous, on est quoi, enfin, ont même sous-traité des groupes paramilitaires, des escadrons de la mort, pour menacer des syndicats, euh, pour que ces syndicats ne revendiquent pas plus de droits, plus de salaires, etc. etc. Est-ce que ces entreprises-là devraient pouvoir faire face non seulement à des conséquences dans les pays où ils ont violé les droits de l'homme, où ils ne sont peut-être plus actifs, mais aussi dans le pays où ils sont établis, où ils ont leur quartier général, où ils ont leur siège, où ils ont leurs avoirs économiques, etc. etc. Ça, c'est les nouveaux débats pour moi des droits de l'homme dans le système onusien qui ne sont pas du tout résolus. Bon, je pense qu'il y a une différence, en effet, entre droit international et gouvernance internationale. Je comprends le droit international comme quelque chose qui est fondamentalement le fruit de la volonté de la majorité des gouvernements du monde, de l'Assemblée nationale des Nations unies. Et là, je pense que la plupart des traités, il y a sûrement des exceptions, mais en général, la plupart des traités sont des traités, je ne sais pas si émancipatoire, mais disons plutôt positif. Hein. Le droit international euh, exige des contraintes aux puissants. C'est pour ça que les puissants sont souvent les grands absents. Et c'est souvent les moins fréquents signataires du droit international, ceux qui ratifient le moins le droit international. Donc le droit international est un outil d'émancipation. Après, la gouvernance internationale, c'est-à-dire toute la toile d'institutions et de gouvernance qui ne sont pas forcément le fruit du droit international, mais le fruit d'accords internationaux de gouvernance et notamment de sécurité globale. Non, on n'est pas forcément émancipatoire et pas forcément démocratique. Bon, l'exemple type, le Conseil de sécurité, bien sûr que d'une certaine manière, ça fait partie du système de droit international. Mais moi, je l'associe plutôt au système de gouvernance internationale, et ce n'est pas du tout, évidemment, un organe démocratique. C'est un organe dominé par les 5 puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, et qui sont aussi les 5 puissances officielles nucléaires, même si maintenant, depuis, il y en a plus, qui ont tous leur droit de veto et qui, disons, imposent une certaine stabilité, de par leur diversité, certes, parce qu'ils ne représentent pas tous les mêmes intérêts, mais au détriment quand même de plus de démocratie globale. Et de même, on pourrait, pareil, dans le système onusien, dans le système des Nations Unies, il y a énormément de parallèles comme ça. Et puis, si on va à un niveau, si on analyse ça à un niveau régional, aujourd'hui j'ai parlé de l'Organisation des États américains, il ne s'agit pas du tout d'une organisation qui, à mon avis, est au service de l'émancipation des pays et des citoyens de ces pays. Il était plutôt quelque chose, plutôt en effet, quelque chose qui est au service d'une vision très conservatrice de la sécurité qui bénéficie un des acteurs et pas le reste des 34 acteurs du système interaméricain. Donc, je pense qu'il y a une différence. Pour moi, le droit, alors je ne suis pas du tout avocat ni expert en termes de droit, donc j'ai peut-être une interprétation qui est faussée, qui vient plus des sciences politiques, mais le droit, pour moi, c'est l'expression maximum, normative maximum du contrat social. Et donc, le contrat social en lui-même est quand même quelque chose qui se rapproche de la volonté des peuples et donc d'une volonté démocratique et par définition émancipatoire. L'OA a un énorme pouvoir puisqu'elle est perçue un peu comme l'expression internationale, mais avec une légitimité en plus multilatérale de la volonté des Américains. Donc c'est une sorte de, de consensus pro-américain, donc avec la légitimité d'être en fait un consensus, et pas seulement la volonté d'un seul pays, mais malgré tout, tout le monde comprend bien que finalement, ça a le soutien, c'est une organisation et ses décisions a le soutien de Washington. Donc c'est vraiment le pouvoir, le hard power plus le soft power, le pouvoir dur et le pouvoir soft des Américains.
dur parce que c'est eux, mais en même temps, ils sont accompagnés par une trentaine de pays qui les appuient dans leurs décisions. Et donc, même si elle ne les appuie pas, hein, parce que finalement, l'EEA, l'organisation ne vote pas, les ambassadeurs présents au Conseil permanent ne votent pas sur toutes sur toutes les décisions qui sont prises. Par exemple, les décisions techniques qu'on a vues en Bolivie, c'est des décisions techniques qui ont été prises par l'organisation sans que les pays membres n'aient d'opinion là-dessus. Ils ont simplement reçu le rapport final et puis ils l'ont approuvé en levant la main, sans beaucoup d'entre eux sans vraiment l'avoir lu. Donc vraiment, il y a une hégémonie coercitive, mais aussi une hégémonie consensuelle, hein, pour reprendre un peu l'image gramscienne de cette hégémonie exercée par l'OEA. Et on l'a vu en Bolivie. L'OEA a baissé le pouce, a dit non, c'est pas bon, cette élection elle n'est pas valide, sans aucun argument technique à l'appui, sans aucune justification technique. N'importe quel étudiant de maths ou de statistiques de première année de licence qui se penchait un peu sur le sujet aurait pu voir très rapidement qu'il n'y avait aucun argument à la clé. Mais pourtant, bon, les grands mensonges sont peut-être les plus efficaces, quoi. Pourtant, ça a eu un succès immédiat. L'EA l'avait dit, donc c'était la vérité. Donc les médias l'ont reproduit. Donc les pays l'ont cru. Donc tout d'un coup, du jour au lendemain, des gouvernements qui n'ont aucune idée de ce qui s'était passé en Bolivie avaient accepté ça comme une vérité absolue. Grâce au pouvoir, à cette hégémonie consensuelle et coercitive, hein, ce mélange dont on vient de parler, de l'organisation des États américains. Un mensonge statistique énorme qui n'est pas passé aux États-Unis. Quand Trump a dit il y a fraude, les médias ont regardé un peu, étudié un peu la situation. Ils ont vu que finalement, ben oui, les votes pro-Biden étaient arrivés plus tard au Wisconsin, au Michigan, en Géorgie, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, en Utah, au Nevada, etc. Et pardon, en Arizona et au Nevada, pas en Utah. Tout le monde a dit, mais non, c'est n'importe quoi, c'est les votes qui sont arrivés, les votes des démocrates qui ont été comptés tardivement. Donc évidemment, ça renverse la donne. C'est exactement ce qui s'est passé en Bolivie. Les votes pro-Morales ont été comptés en dernier. Donc évidemment, il y a eu un changement de tendance qui a favorisé Morales. Morales gagnait avec 8 points d'écart. Finalement, il a gagné avec 10,5 points d'écart, ce qui lui a permis de gagner au premier tour. Facile à expliquer. Mais l'OEA a joué sur le fait que le lendemain, le changement s'était produit. Donc, quand les gens se sont réveillés, c'était plus le même résultat que la nuit d'avant. Bah oui, aux États-Unis, on a vu que ça a mis même une semaine. Et là, parce que c'était serré. Et là, c'était serré aussi. Et ça a mis une nuit et ça a changé. Ça a changé. Alors, Morales est toujours en première place, comme il l'avait été depuis le début, mais son écart avait grandi suffisamment pour qu'il n'y ait plus besoin de deuxième tour. Voilà, et l'EA a créé toute une bulle de mensonges autour de ça, qui a été reproduite par l'Union européenne, qui a été reproduite par le gouvernement européen, qui a été reproduite par toutes sortes de gens qui n'ont pas lu le rapport, qui n'ont pas regardé les maths. Évidemment, les journalistes encore moins, parce que les journalistes, ils ont pas le temps, ils reçoivent plein d'informations, ils ne sont pas experts, la Bolivie, ils connaissent mal, l'EA, ça a l'air sérieux, allez, et voilà. C'est l'injustice des faibles aussi, puisque dans le cas des Américains, ça ne serait jamais passé. Et ben pourquoi? Parce que toute l'analyse des médias est portée sur les élections américaines quand celles-ci se produisent. Évidemment, le changement des résultats aux États-Unis, ça a des conséquences énormes pour le monde entier. Donc tout le monde regarde ça avec une loupe. Mais la Bolivie, ben, personne ne lui donne l'importance qu'elle malheureusement elle mérite, comme tout pays du monde. Et donc voilà, ça passe. Et c'est la post-vérité qui passe. Et c'est le monde du fake news qui passe. C'est terrible, c'est lamentable et c'est donc juste que nous soyons plusieurs aujourd'hui dans le monde, et notamment des puissants maintenant, qui se rendent compte que l'OA est trichée et qui demandent donc qu'il y ait une enquête sur ce qui s'est passé et qu'il y ait une véritable audit de l'audit de l'OA, qu'on sache vraiment ce qui s'est passé et s'il doit y avoir des démissions à la clé, eh bien, qu'elles existent, qu'elles se matérialisent. Parce que sans ça, l'organisation ne va jamais récupérer ça. Ou alors elle mettra des années à récupérer sa crédibilité.
elles sont relativement épargnées, c'est vrai, quoique. Il y a plusieurs problèmes, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais enfin, le fait que le dernier secrétaire de la Commission interaméricaine des droits de l'homme ait été limogé par le secrétaire général sur des dénonciations qui n'ont jamais été complètement prouvées, et alors qu'il était peu clair s'il avait vraiment l'autorité de le faire, montre que quand il a vraiment quand il y a vraiment besoin, c'est vrai que ce n'est pas une pratique récurrente, donc ce n'est pas quelque chose qui se passe tous les jours, mais quand il y a vraiment besoin de se débarrasser d'un secrétaire de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, le secrétaire général, il peut le faire, et il l'a fait. Pourquoi? On sait tous. La véritable raison pour laquelle le secrétaire de la Commission interaméricaine des droits de l'homme ait été limogé, le secrétaire Abraham, ait été limogé, c'est parce qu'il défendait une vision des droits de l'homme qui n'était pas celle du secrétaire général. Notamment, il dénonçait les abus contre les droits de l'homme dans plusieurs pays où la droite dure gouverne et gouvernait à l'époque. Il avait notamment dénoncé les massacres du gouvernement de facto de Bolivie de Janine Agnès, alors que le secrétaire général de l'OEA défendait dur comme fer son gouvernement. Il avait aussi dénoncé, le secrétaire de la CIDH, de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, avait aussi dénoncé les abus qui avaient été commis dans le contexte des grandes manifestations de 2019, les grandes manifestations anti-néolibérales de 2019 en Équateur, au Chili, en Haïti, en Colombie, qui ont été des grandes manifestations contre les gouvernements de droite dans la région, les plus grandes de ma génération, vraiment, enfin, notamment en Équateur et au Chili, des manifestations qui ont duré des mois, qui ont fait des dizaines de morts au Chili. On ne sait pas exactement combien de morts en Équateur, mais au moins 11, 1500 blessés et 1200 détenus, etc. Donc, ces pratiques répressives, ces réponses répressives à ces manifestations ont été dénoncées par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, alors que le secrétaire général de l'OEA a défendu les gouvernements, les a même félicités pour leur réponse démocratique, je crois, aux manifestations, avait dénoncé un complot du madurisme du Venezuela, etc., un truc un peu farfelu, du néo-macartisme pur et dur, alors que ce n'était pas du tout la version de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Donc, le secrétaire de la Commission a été limogé. Voilà, dans le contexte général, je dirais historique, il est vrai que la Commission est assez indépendante du secrétaire général et du Conseil permanent des États. C'est pour ça que dans les années 70, on a vu une commission dénoncer les abus contre les droits de l'homme dans les nombreuses dictatures militaires de l'Amérique latine, notamment en Chili, en Argentine et au Brésil, etc. Alors que le secrétaire général et le Conseil permanent ne disaient strictement rien. Donc il y a quand même eu historiquement un positionnement important de la part de la Commission qui a dénoncé les abus contre les droits de l'homme. Mais bon, la Commission interaméricaine n'est pas non plus forcément complètement indépendante. On sait qu'il y a plusieurs rapporteurs de la Commission interaméricaine qui sont financés à 100% par les États-Unis historiquement, et que les États-Unis contrôlent certaines parties de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et l'ont souvent utilisé quand même de façon assez vulgaire contre certains États qui ne lui plaisaient pas. Notamment, les États-Unis contrôlent le rapporteur sur la liberté d'expression. C'est un financement 100% des États-Unis et non pas de l'OEA en tant que tel, du reste des pays. Donc les États-Unis, évidemment, quand on finance 100% d'une institution, on nomme le rapporteur spécial, on a quand même une énorme influence sur ce que ce rapporteur spécial dit, etc. Donc on a vu notamment un rapporteur spécial contre la liberté d'expression être très anti-gauche, parler de la censure de la gauche contre les médias, les grandes entreprises médiatiques, etc., mais pas dire grand-chose sur le manque de pluralisme de ces mêmes médias corporatifs, notamment dénoncer le racisme, le sexisme de certains de ces grands médias en Amérique latine qui sont quand même Fox News plus vers la droite. Il ne faut pas se leurrer non plus sur les grands médias latinos, souvent très racistes, très sexistes, très anti-indiens. Donc il n'y a pas du tout cette approche-là de droit des populations dans le droit de la communication, etc. C'est une approche simple,
la gauche est contre la liberté d'expression de ces grands monopoles médiatiques, etc. Voilà. Donc ça, là, il y a tout de suite un ingrédient idéologique. Donc, il n'y a pas forcément une indépendance de la commission. Donc voilà. Donc, encore, on rentre dans des zones de gris. Hein. Une commission relativement indépendante de l'EA, avec des exceptions, et certains éléments de la commission très indépendants, d'autres très financés par les États-Unis. En ce qui concerne la Cour au Costa Rica, c'est une institution qui n'est pas formellement partie de l'OEA, donc qui est encore plus indépendante de la Commission, puisqu'elle est fruit d'un traité international qui lui est propre, le pacte de San José, que les États-Unis n'ont pas ratifié, n'a pas signé ni ratifié, donc il ne fait pas partie de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Moi, je défends que la Cour interaméricaine des droits de l'homme devrait être l'instance maximale dans l'hémisphère des droits de l'homme et que la Commission devrait être maximum une sorte de procureur qui reçoit les cas et qui les présente. D'ailleurs, elle l'est dans beaucoup des cas, c'est le rôle qu'elle joue, mais elle joue aussi le rôle d'ONG, d'organisation de défense des droits de l'homme. Elle peut aussi donner des mesures provisoires. Et donc, bon, est-ce qu'un procureur peut faire ça ou est-ce que c'est le travail d'une cour? C'est quand même, là, il y a des problèmes institutionnels assez importants. Bon, voilà, après, on peut rentrer dans... Moi, je suis très critique de... Je pense que dans le contexte actuel, la Commission interaméricaine des droits de l'homme joue un rôle important. Il y a un autoritarisme croissant en Amérique latine, notamment assez d'extrême droite que la Commission dénonce, donc ça c'est positif. Mais est-ce que je crois que le système institutionnel du système interaméricain des droits de l'homme est fonctionnel et marche bien? Non. Je crois qu'il y a énormément de rivalité entre la Commission et la Cour interaméricaine des droits de l'homme, que la Commission joue parfois le rôle de la Cour, alors qu'elle ne devrait pas être... S'il y a un juge, pourquoi il y en a un autre, etc., etc. Il y a énormément de problèmes là en ce qui concerne une bonne organisation. La commission devrait être une sorte de fiscal, de procureur, de attorney general des droits de l'homme. Et la cour devrait être une vraie cour avec des vrais jugements, des juges qui prennent des décisions finales. Alors, en ce qui concerne la question sur ce qui se passe dans un pays du monde, évidemment, je vais demander aux étudiants de porter une attention spéciale à porter leur regard sur ce qui se passe en Équateur. C'est un pays qui, depuis 4 ans, sous le déguisement le faux déguisement d'un gouvernement qui cherche à se présenter comme un gouvernement démocratique, est devenu un État très, très autoritaire, avec une répression très importante de l'opposition principale, dont je fais partie en Équateur, avec les dirigeants principaux du plus grand parti d'opposition qui sont pour la plupart en exil, beaucoup d'entre eux au Mexique, l'ex-président Correa qui, sur des accusations absolument farfelues, un procès tout à fait politique, a été condamné à 8 ans de prison. Alors, il n'est pas en Équateur, heureusement pour lui, il est en Belgique, qui le protège. Mais enfin, bon, c'est un pays dont on ne parle pas assez, avec des gens en prison, des gens en exil, un processus démocratique qui, seulement grâce aux pressions internationales et aussi aux pressions du peuple équatorien, finalement, a pu se produire. Il y a eu des élections au mois de février, alors que le régime a tout fait pour essayer de les éviter, de les repousser, d'utiliser le prétexte de la pandémie, enfin vraiment, vraiment, vraiment de tout fait pour éviter ces élections, puisque, évidemment, ces élections, on l'a vu au premier tour, donnent la victoire, ce qu'on pourrait appeler au sens large du terme le coréisme, c'est-à-dire le progressisme de gauche en Équateur. Et il est très probable qu'au deuxième tour, puisqu'il n'y a pas eu de victoire décisive au premier tour, il y a presque 14 points d'écart entre le premier et le deuxième, donc le candidat du coréisme étant arrivé en première place, mais il n'y a pas eu de victoire décisive au premier tour. Donc il va y avoir un deuxième tour le 11 avril, et il y a un énorme effort en ce moment en Équateur pour essayer d'éviter que ce deuxième tour se produise avec des fausses accusations de fraude, encore une fois, comme il s'est passé en Bolivie. La fraude est souvent, les accusations de fraude sont souvent au service des ennemis de la démocratie.
de fraude qu'il n'y a pas eu, et de fraude qui essaye de ces accusations de fraude qui essaient de mobiliser justement les institutions d'État pour essayer d'éviter qu'il y ait un deuxième tour le 11 avril. Voilà, appeler à tout le monde à être vigilant pour que ces élections se produisent le 11 avril et qu'il y en ait finalement un nouveau gouvernement le 24 mai, puisque c'est ce jour-là que devrait se passer la passation du pouvoir. Le conseil le plus rafraîchissant que je peux donner aux étudiants, c'est peut-être de dire le contraire de ce que disent beaucoup d'autres intervenants qui j'imagine, viennent du monde des organisations des droits de l'homme ou du monde du droit, hein, qui sont peut-être plutôt des avocats ou des gens experts en droit. Moi, je suis un historien, je suis quelqu'un qui vient des sciences sociales, de la science politique, puis devenu, malgré moi, un homme politique et quelqu'un qui aussi fait qui a aussi fait de la diplomatie. Moi, j'ai toujours envie de dire aux étudiants, n'ayez pas peur de la politique, ou plutôt, et je dirais même, j'irais même plus loin, ayez le courage de faire de la politique. Les droits de l'homme, finalement, bien sûr, il y a des organisations très très importantes, et si vous choisissez ça, tant mieux, très bien. Si vous voulez faire partie d'organisations, d'ONG, par exemple, qui défendent les droits de l'homme, ou d'organismes spécialisés sur les droits de l'homme qui défendent les droits de l'homme, parfait, ça me paraît un choix tout à fait respectable. Mais je dirais, n'ayez pas peur non plus de décider, de vous décider vers des choix qui vous mènent vers un combat qui peut-être est plus politique. Parce que le combat politique, c'est aussi un combat pour les droits de l'homme. Et c'est peut-être un combat qui peut permettre d'avoir un véritable impact ou un impact plus direct. Tout a un impact. Évidemment, une organisation, une ONG qui défend les droits de l'homme, bien sûr, elle aussi a un impact. Ses rapports ont un impact. Ses dénonciations internationales ont un impact. Mais c'est quand même jouer le rôle d'observateur. C'est quand même regarder de loin sans trop se mouiller, si je peux me permettre. Ce que je suis dit est un peu provocateur. Je fais exprès. Je pense qu'il est aussi bien de se jeter à l'eau, de dire, voilà, qu'est-ce que je ferais moi si j'étais au pouvoir? Qu'est-ce que je ferais moi si j'étais dans un parti politique, si je gagnais les élections, si j'étais dans un gouvernement, dans un État, etc., etc. Et je sais que ça, c'est beaucoup moins populaire parce que le monde politique, les hommes et les femmes politiques, l'activité politique en elle-même, et surtout dans cet âge libéral dans lequel nous vivons, où l'activité privée est beaucoup plus respectée et respectable que l'activité publique, est quand même assez vilipendé. Hein. Ce monde politique est quand même assez vilipendé. Il est perçu comme corrompu, comme sale. Et donc, on préfère être en marge et essayer d'avoir son impact dans quelque chose qui est peut-être moins critiqué. Même si les ONG peuvent être critiquées, car elles sont aussi des organisations qui répondent à des logiques de pouvoir, de financement. Elles vivent dans le monde réel, après tout. Elles sont dirigées par des gens aussi qui ont des vices, pourquoi pas des intérêts. Donc, cette glorification du monde des ONG, je suis plutôt, je suis plutôt critique, parfois un peu provocateur à ce sujet-là. Et j'incite aussi les gens à faire de la politique, à défendre pas seulement les droits civils et politiques, mais aussi les droits sociaux et économiques qui sont très importants et qui souvent sont fondamentaux pour qu'on puisse avoir des droits civils et politiques aussi. Car un pays sans droits économiques et sans droits sociaux va être emprunt à l'instabilité politique. Et quand il y a instabilité politique, il y a cet élément d'arbitraire qui va évidemment dans le conflit. Quand le conflit émerge, il est bien plus difficile de garantir les droits que quand il y a moins de conflits. Donc, tout ça, ça s'imbrique. Et je pense qu'une manière de garantir les droits, c'est pas seulement de dire les bons, les méchants, ce sont ceux-ci ou ceux-là, et d'être dans une position de juge ultime de ce qui se passe, mais aussi, comme je viens d'argumenter, de participer soi-même de la lutte politique pour un monde meilleur. Alors, bien sûr, les ONG aussi, je pense, participent de cette lutte. Hein. Attention, il y a toutes sortes d'ONG qui participent de cette lutte. Il y a même des ONG qui spécialisent complètement sur les aspects économiques. J'en connais certains qui spécialisent complètement sur les aspects des droits économiques et les droits au développement et des choses comme ça. Donc, de toute façon, c'est beaucoup plus complexe que ce que je viens de décrire.
j'essaie de simplifier un peu pour provoquer un peu les étudiants. Mais je sais que peu d'étudiants sont ceux qui vraiment décident de faire de la politique. Et ça, je trouve que c'est dommage. Parce que ça veut dire que finalement, c'est toujours les mêmes qui vont faire de la politique. Et donc, si on critique le monde politique, les hommes et les femmes politiques comme étant des personnes qu'on n'aime pas forcément, qui sont imbus de pouvoir et qui cherchent toujours à améliorer leur situation personnelle, etc., au détriment du collectif et des citoyens, eh ben, on a, il me semble, un devoir de faire face à ces hommes et ces femmes politiques et de dire, ben voilà, moi je vais faire les choses autrement et de ne pas laisser que ce soit toujours les mêmes individus qui reproduisent les mêmes logiques de pouvoir.